Les femmes de l'Alliance RHDP exultent suite à la victoire de leur candidat à la présidentielle. Elles se sont retrouvées cet après-midi à la salle Anoumabo du Golf Hotel pour exprimer leurs félicitations au candidat élu Alassane Ouattara pour sa brillante réélection. Ousmane Diagana quitte Abidjan pour Washington où il a été promu vice-président de la Banque mondiale. Avant son départ définitif de la capitale économique ivoirienne, l'ex-directeur des opérations de la Banque mondiale a fait le point de ses actions dans le pays. Ici en Côte d'Ivoire, la récente épidémie de grippe aviaire semble perturber les consommateurs et l'activité des restaurateurs. Quel est le constat dans les marchés? L'une de nos équipes vous rend compte dans ce journal. Et puis, à l'étranger, un avion de ligne russe s'est écrasé aujourd'hui dans le Sinaï, en Égypte. Selon les autorités égyptiennes, le pilote avait déclaré un problème technique. Peu de temps après le décollage, les 224 passagers ont perdu la vie dans l'accident. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Au sommaire également de ce journal, l'entretien que nous aurons avec Dr Mohamed Kouyaté, auteur de l'œuvre intitulée « Pour une assurance maladie universelle en Côte d'Ivoire, réformer le système de tarification ». Ce sera dans la page culture à suivre tout à l'heure. Je vous le disais en titre, les femmes de l'Alliance RHDP exultent suite à la victoire de leur candidat à la présidentielle. Elles se sont retrouvées cet après-midi à la salle Anoumabo du Golf Hotel pour exprimer leurs félicitations au candidat élu Alassane Ouattara pour sa brillante réélection. Le compte-rendu d'Abou Sanogo. Salle Anoumabo de l'hôtel du Golfe ce samedi 31 octobre. C'est à la Riviera dans la commune de Cocody. Militantes, militants, responsables de mouvements et clubs de soutien et sympathisants du RHDP célèbrent la victoire du président Alassane Ouattara dans une ambiance entretenue par l'orchestre Belamondo. Sur la piste de danse, chacun fait montre de son talent de bon danseur. À travers cette rencontre, les femmes du RHDP ont tenu à exprimer leurs félicitations au candidat unique du RHDP pour sa brillante victoire au premier tour de la présidentielle avec un score de 83,66%. Une initiative de la Direction nationale des campagnes chargée de la mobilisation des femmes. Le pari est gagné et je pense que les chiffres vont au-delà du pari. C'est un véritable plébiscite. Maintenant, il faut arriver au terme en faisant en sorte que l'Ivoirien nouveau puisse avoir sa place dans la société. Et là, c'est son programme et on doit l'appuyer pour ce programme. Nous avons démontré que vraiment toute la Côte d'Ivoire et en particulier les femmes sont pour Alassane Ouattara. Avec le président Alassane, nous qui sommes du RHDP, nous avons compris qu'avec tous les travaux, avec ces actions de développement dans tout le pays et particulièrement chez nous, dans la région de Lamé, nous étions convaincus que les choses allaient être faciles pour nous. On peut être dans les différents partis politiques, mais l'essentiel c'est d'être ensemble pour bâtir le développement de la Côte d'Ivoire. Donc nous, femmes patriotes, on est ici présentes pour dire qu'ensemble, avec le RHDP, nous sommes ensemble pour construire le développement de la Côte d'Ivoire. L'initiative des femmes du RHDP saluée par la Direction nationale de campagne et des cadres du Rassemblement des oufouettistes. Aujourd'hui, cette victoire que nous fêtons obéit au même principe, c'est-à-dire notre reconnaissance à Alassane Ouattara, mais notre fierté de l'avoir comme président de la République, d'être réélu. Le score, il est large, il est écrasant et nous sommes heureux du taux de participation des Ivoiriens. C'est la preuve que Alassane Ouattara est l'Ivoirien le plus adulé, est l'Ivoirien le plus populaire. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Parce que de toute façon, lui, son combat n'a été que celui de la Côte d'Ivoire. Rendre une Côte d'Ivoire unie, indivisible, au travail pour le bonheur des populations. En attendant l'investiture du président de la République Alassane Ouattara, les militantes et les militants du RHDP continuent de célébrer la réélection de leur champion. L'une des femmes leaders du RHDP a animé ce samedi une conférence de presse. Anne-Désirée Oloto, directrice régionale de campagne du candidat du RHDP dans le Guémont, a salué l'esprit d'apaisement qui a prévalu dans sa région avant, pendant et après le scrutin. Elle a en outre plaidé pour la mise en place d'un programme présidentiel spécifique pour le développement local. Le compte-rendu d'Ève Boué. Au cours de la conférence de presse, la directrice régionale de campagne du candidat du RHDP dans le Guémont, dans ses propos liminaires, fait les constats suivants. Premièrement, la campagne s'est déroulée dans un climat particulièrement apaisé.
Deuxièmement, les différents états-majors de campagne ont accompli leur mission en sillonnant librement villes, villages et campements afin de diffuser les messages de tous les candidats. Troisièmement, les populations du Guémont, dans leur diversité, y ont été réceptives. Aucune trace donc de troubles ni de violences dans la région du Guémont avant, pendant et même après la proclamation des résultats provisoires par la commission électorale indépendante. Un esprit de maturité des habitants de Diokoué, de Bangolo, de Fakobli et Kubli. La ministre salue l'implication des différentes équipes départementales de campagne, mais aussi celle des autorités administratives, des élus, des cadres et des diverses populations. Nous avons simplement dit aux parents que cette élection-là, il ne s'agit pas de Ouattara, il ne s'agit pas de Pierre ou de Paul, mais il s'agit de eux-mêmes, leur avenir. Il s'agit de l'avenir de leurs enfants. On a sensibilisé tout le monde dans le département de Diokoué. Aujourd'hui, Diokoué a changé, Diokoué est resté dans la tranquillité. Diokoué a regagné sa paix. La paix, la tranquillité est retrouvée dans le Guémont, une manifestation de l'adhésion totale des populations à la vision du président réélu. Les populations du Guémont dans leur ensemble s'étant disposées à tendre la main à travers ce plébiscite au président de la République pour sortir cette région, notre région, de l'impasse du sous-développement. Sortir la région de l'impasse du sous-développement, Andezero Loto associe les journalistes en vue d'un plaidoyer pour la mise en place d'un programme présidentiel spécifique de développement du Guémont. À l'instar des observateurs nationaux et internationaux, la FENUGESI, Fédération nationale des unions de jeunesse communale de Côte d'Ivoire, a également mené des missions de monitoring sur l'ensemble du territoire lors de la présidentielle. Face à la presse, ce samedi, son président a fait le bilan des activités menées lors du scrutin de dimanche dernier. Il salue notamment le fair play des candidats malheureux. Moussa Kolibali, Hamza Diaby. La Fédération nationale des unions de jeunesse communale de Côte d'Ivoire salue le comportement responsable des Ivoiriens qui ont exprimé leur choix dans le calme, la discipline lors du scrutin présidentiel du 25 octobre dernier. Selon Silas Slimane, président de la FENUGESI, une mention spéciale est adressée aux femmes et à la jeunesse pour leur participation et leur sens de civisme. Par ailleurs, il a félicité l'ensemble des candidats pour leur fair play. En attendant la proclamation officielle des résultats par le Conseil constitutionnel, la Fédération nationale des unions de jeunesse communale de Côte d'Ivoire félicite et remercie l'ensemble des candidats pour le bon ton et cette campagne civilisée digne des enfants de Félix Houphouët-Boigny. La FENUGESI salue l'esprit de civisme, de fair play et de l'intérêt supérieur de la nation et du peuple de Côte d'Ivoire, affiché par la quasi-totalité des candidats malheureux. Quant au président réélu Alassane Ouattara, la FENUGESI lui exprime son soutien afin que la Côte d'Ivoire connaisse dans la paix et la réconciliation l'émergence annoncée. À l'initiative du préfet de Fresco, une prière œcuménique a été organisée hier par l'ensemble des confessions religieuses de la ville. Prière de reconnaissance pour la présidentielle qui s'est déroulée sans incident majeur. Herman Niamia. C'est pas une procession de l'avenue principale de Fresco menant jusqu'à la préfecture que les fidèles musulmans, chrétiens catholiques, protestants des imams du département de Fresco ont glorifié Dieu Tout-Puissant pour avoir favorisé une élection présidentielle apaisée en Côte d'Ivoire. Dieu soit loué, Dieu a exaucé nos prières, ont dit tour à tour les hommes de Dieu qui ont conduit cette prière œcuménique. Seigneur, tu es si grand, tu es si fort, tu es si aimant, tu as un tel pouvoir d'amour que tu rassembles les hommes. Donne aux hommes que nous sommes, donne aux gouvernants que nous avons, donne à tous ceux qui nous dirigent, donne-leur d'entrer ce matin dans la volonté de cet amour qui nous a fait nous rassembler, qui nous a fait marcher ensemble, qui nous a fait nous tourner vers toi pour implorer ta paix. Au nom de Dieu, demande la paix dans le pays.
dans notre département et dans tout le pays du Côte d'Ivoire. Avec la paix, nous régnons bien. On va faire une bénédiction. Avec du conseil là que la paix règne dans le pays et dans notre département. Cette prière œcuménique a été l'occasion pour le préfet Jésus Konan d'inviter les fils du département à œuvrer dans l'entente et la fraternité pour sortir le département de sa léthargie. Religion toujours, demain, dimanche 1er novembre, les chrétiens célébreront la fête de la Toussaint. Notre reporter Grace Kando a rencontré le père Seka Pascal, le curé de la paroisse Saint-Ambroise Mavigne d'Angré, revient sur le sens et l'importance de cette célébration dans l'église catholique. Reportage. La Toussaint marque la fête de tous les saints, de tous ceux qui ont vécu selon la volonté et les commandements de Dieu et qui jouissent de sa sainteté. La Toussaint, c'est la fête de tous les élus de Dieu parvenus au ciel. Et comme ils sont si nombreux, alors l'Église se donne ce jour, le 1er novembre, pour les commémorer, pour les célébrer et les fêter, eux qui sont comme des fleurs de l'humanité au sein de la cité céleste. Parmi les saints au ciel, il y a des musulmans. Parmi eux, il y a aussi des bossonistes, il y a des villageois, il y a des enfants, il y a des jeunes, il y a des vieillards. Beaucoup d'Africains sont au ciel. La fête de la Toussaint, à ne pas confondre avec la commémoration des fidèles défunts. Souvent, nous faisons l'amalgame entre le 1er novembre, qui est une fête joyeuse, qui est une fête solennelle pour célébrer nos saints patrons. Et nous faisons cette confusion avec la commémoration des défunts. La commémoration des défunts est un devoir de souvenir. Et comme Dieu est le seul juge des consciences et de la vie de l'homme, seul Dieu a le dernier mot sur la destinée de l'humain, alors nous laissons la sentence et nous prions singulièrement le 2 novembre. Nous prions singulièrement, fortement, dans une célébration solennelle. Nous nous souvenons de ces deux faits-là. Les chrétiens sont donc invités à aspirer à la sainteté en vivant selon les préceptes de Dieu. Et j'ajoute que demain, dimanche 1er novembre, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national en raison de la fête de la Toussaint. Autre sujet, Ousmane Diagana quitte Abidjan pour Washington où il a été promu vice-président de la Banque mondiale. Avant son départ définitif de la capitale économique ivoirienne, le désormais ex-directeur des opérations de la Banque mondiale a fait le point de ses actions en Côte d'Ivoire, entre autres la consolidation des acquis économiques dans le pays depuis le retour de la paix. Pour l'avenir, Ousmane Diagana souligne les perspectives de développement du pays avec le nouveau partenariat pays de la Banque mondiale. Les précisions de Noël Niagno. L'Ivoire est un pays sur le plan géostratégique, sur le plan des potentialités économiques, sur le plan de son histoire par rapport au processus de développement économique, extrêmement important. C'est avec cette claire connaissance des avantages comparatifs de la Côte d'Ivoire que Ousmane Diagana prend fonction ici à Abidjan en janvier 2014 comme directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée, le Togo. Et le constat du terrain l'a conforté dans son analyse. La Côte d'Ivoire, quand je venais, était déjà parmi les 10 pays les plus réformateurs du monde. C'était extrêmement difficile de faire plus que ça, mais l'année passée, était parmi les 5 pays les plus réformateurs. Le taux de croissance qui existait, qui était très fort, a été maintenu. Je pense qu'on a ouvert aussi des chantiers. L'électrification rurale, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fait mieux que la plupart des pays. J'ai trouvé des conditions très favorables pour ce faire. 2 ans après, les résultats sont à la dimension de ces espérances pour la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas surpris que les résultats que nous avions trouvés déjà ici, sur le plan des performances macroéconomiques, sur le plan de l'amélioration des conditions de vie des populations, que je parte en voyant ces résultats confortés, consolidés. Et je ne suis pas surpris aussi qu'en l'espace de 2 ans,
nous ayons pu ensemble, au niveau du portefeuille de la Banque mondiale, arriver à une amélioration qualitative, beaucoup plus significative que celle qui existait avant moi. Je ne suis pas finalement surpris que dans cette période, que nous ayons préparé un nouveau cadre stratégique qui va amener la Banque mondiale à travailler de manière encore beaucoup plus décisive dans les 4 années en Côte d'Ivoire. Pour les 4 années à venir, la Côte d'Ivoire est retenue parmi les 24 pays du monde pour la mise en œuvre du partenariat pays de la Banque mondiale, de sorte à lui donner les moyens de son émergence. Au niveau de cette nouvelle stratégie, le groupe de la Banque mondiale, composé de l'IDA, donc la Banque mondiale elle-même, AFC, qui s'occupe du financement en faveur du secteur privé, MIGA, qui donne les garanties pour que des entrepreneurs acceptent de prendre des risques au niveau du pays et investir. Ensemble, nous allons mobiliser 3 milliards de dollars pendant ces années à venir afin de financer à la fois des programmes structurants dont le pays a besoin pour réussir sa transformation, des programmes de développement des compétences pour que les jeunes qui sortent du système éducatif puissent affronter le marché du travail et réussir soit à se placer ou à créer leur propre emploi, l'agriculture pour que la création de la valeur ajoutée au niveau de ces secteurs soit une réalité et que par conséquent, elle consolide la croissance au niveau de la Côte d'Ivoire, mais qui crée les conditions d'une distribution des fruits de cette croissance-là. Ousmane Diangana et la Côte d'Ivoire, c'est désormais du passé. Depuis juin dernier, il est promu vice-président de la Banque mondiale en charge des questions éthiques. Avant son départ définitif de la Côte d'Ivoire, il a convié la presse nationale et la société civile à un dîner d'adieu. Le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable lançait en septembre dernier, souvenez-vous, l'opération Abidjan Ville Propre, opération qui a pris fin aujourd'hui même. Elle aura favorisé le nettoyage de certaines rues du district sur 2 mois. Une douzaine d'entreprises de ramassage d'ordures a été mobilisée pour la réussite de l'activité. L'une de nos équipes a sillonné quelques quartiers d'Abidjan pour constater l'impact de l'opération. Félix Amani, Franck Audio. Des éboueurs en pleine activité, ramassant les ordures, de la niche aux tasseurs, des bacs à ordures et des pelles. Nous sommes à l'apothéose de l'opération Abidjan Ville Propre, de la Riviera Golfe à Cocody à Toban. C'est la même intensité d'activité et un objectif, rendre la ville d'Abidjan propre et habitable, débarrassée de ses ordures. Effectivement, le ministère de l'Environnement et au Travail, accompagné bien entendu par la Nature, et en tout cas ça a été un plaisir pour nous de participer en tout cas à cette opération et qui en tout cas nous a enrichis en termes d'expérience. Parmi la douzaine d'entreprises retenues par le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable pour le ramassage des ordures, celle de Youssouf Soumaoro. Il lance un appel aux populations. À la faveur en tout cas de cette opération, ces populations doivent en tout cas s'accaparer de ce mécanisme. Il ne faudrait pas que au lendemain de cette opération, on retrouve un Abidjan qui redevient encore sale. Donc il faut que chacun joue sa partition. Donc au niveau des ménages, elles doivent en tout cas rester le plus propre possible. Et maintenant à l'endroit de l'État, c'est de refaire en tout cas très souvent ce type d'opération. Démarrée début septembre 2015, l'opération Abidjan Ville Propre aura duré 2 mois. Elle est à sa 2e phase. Elle a contribué au nettoyage de certaines rues d'Abidjan. Il s'agit d'inculquer aux populations de nouvelles habitudes d'hygiène afin d'éviter certaines maladies. Dans l'actualité sanitaire, la récente épidémie de grippe aviaire semble avoir perturbé les consommateurs et l'activité des restaurateurs. Quel est le constat dans les marchés et dans les ménages? Élément de réponse. Mariam Kamara réside dans la commune de Makori, dans le district d'Abidjan. Depuis quelques jours, elle est à la recherche de poulets vivants. Elle se rend donc au grand marché de Makori et grande est sa surprise de constater qu'il n'y a pas de poulet. Je suis venue pour acheter du poulet. On dit qu'il n'y a pas de poulet. Ils avaient dit qu'il y avait grippe aviaire. Je ne sais pas si c'est à cause de ça ou pas. On n'arrive pas à avoir poulet, donc ça ne fait pas plaisir. Une situation visible depuis plus d'une semaine dans les communes de Koumassi, Makori, Trècheville, Yopougon et de Songon. Les vendeurs apportent des réponses. C'est comme on nous a prévenu. Le ministre est sorti à la télé, il a parlé qu'il va désinfecter le marché le 23. Donc,
Nous aussi, on a pris un peu jusqu'à attendre le 23. Le reste, là, on a tiré puis on a conservé. Les clients qui viennent, on les vend. Pour le moment, ça nous arrange pas. D'autres disent qu'ils ne veulent pas. Si ce n'est pas pour les vivre, ils vont payer, on va tuer devant eux. D'autres aussi, on les fait comprendre et ils payent. En tout cas, ça ne nous arrange pas. Ce n'est pas facile, ça ne nous arrange pas. Voilà. Donc, on a que vraiment les choses, on n'a qu'à se dépêcher, on n'a qu'à se mettre en l'ordre, sinon vraiment, ça ne nous arrange pas. Dans la commune d'Adjamé, le constat est tout autre. Ce marché de volailles est bien approvisionné. Poulet là, ils sont venus pomper 2 fois. Ils sont dit vendredi qu'ils viennent quand même poulet dedans. Il n'y a même poulet dedans. Donc c'est les gens de Makori très vite là. Et ils vont même poulet dans la place. Sinon, entre nous, il n'y a rien de problème. Ils sont venus pomper lundi. Encore lundi qui vient, ils sont pompés. Et ça, il y a attend 4 jours avant de mettre poulet dedans. Donc, vendredi qui vient, il dit qu'il a commencé à mettre poulet dessus. Absence de volailles dans certains marchés du district d'Abidjan. Une situation qui a bien laissé courir des rumeurs de grippe aviaire. Pour mémoire, des cas de grippe aviaire ont été détectés à Boaké en avril 2015. Alerté, le ministère des Ressources animales et halieutiques rassure. Il ne s'agit pas de cas de grippe aviaire, mais plutôt une opération de nettoyage et de désinfection des points de vente du district d'Abidjan. Objectif, assainir le milieu. Depuis déjà le 6 octobre, nous sommes dans une opération qui consiste à désinfecter les marchés et les nettoyer, à les désinfecter et à faire observer une petite période de vide sanitaire. Il faut savoir que nous n'allons pas lier cette opération à la grippe aviaire. Donc c'est une opération qui est régulièrement suivie sur à peu près 11 jours. Mais ces 11 jours sont précédés d'une semaine de sensibilisation et nous pouvons dire aux populations qu'il n'y a pas de pénurie de viande de volaille, il y a plutôt des actions d'amélioration d'hygiène dans les marchés de volaille. Je me suis renseigné, me dit oui que c'est pour un nettoyage. Bon, je trouve que c'est bien pour notre santé, pour la santé de la population. En attendant, les populations des communes concernées tentent de s'approvisionner comme elles peuvent. Le ministère de la Santé suspend de toute activité l'ONG Mission Scientifique Droit à la Vie. C'est une décision qui fait suite au passage de l'organisation non gouvernementale sur nos antennes dans la matinale pour promouvoir ses activités de secourisme au profit des victimes d'accidents sur la voie publique. Ramon Goudou Kofi indique que l'ONG n'a aucune accréditation pour exercer dans le domaine sanitaire. Le commentaire d'Herman Niamien. L'ONG Mission Scientifique Droit à la Vie suspendue de toute activité en Côte d'Ivoire. Cette décision est du ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Selon Raymond Goudou Kofi, cette ONG qui ne bénéficie d'aucun agrément du ministère intervient dans le transfert des victimes d'accidents de la voie publique vers les établissements hospitaliers sans aucune notion de secourisme. Puis, cette ONG n'hésite pas à faire la promotion de ses activités. Toute chose qui, selon elle, est de nature à mettre les populations en danger. On ne bricole pas dans la santé. Et ça, il faut qu'on sorte de là. Aujourd'hui, chaque Ivoirien s'investit et intervient dans le domaine de la santé sans même se rapprocher du ministère de la Santé pour dire voilà ce que nous souhaitons faire. Est-ce que vous pouvez nous y aider? Parce que pour le moment, ce sont mes malades que vous récupérez sur le terrain. Nous vous interdisons formellement d'intervenir sur le territoire ivoirien jusqu'à ce que nous ayons étudié cette affaire, que vous nous écriviez en bonne et due forme pour nous dire exactement ce que vous voulez. Et après avoir étudié, nous verrons. Raymond Goudou Kofi ajoute que le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a présenté le guide des ONG en Conseil des ministres où ne figure nullement le nom de l'ONG Mission Scientifique Droit à la Vie. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida demande donc à la population de demeurer vigilante et de ne faire confiance qu'aux services du SAMU, du GSPM et aux ambulances venant des structures sanitaires bien identifiées. La communauté villageoise de Toté, dans la sous-préfecture de Dibrosso, et de Touko, dans la sous-préfecture de Touba, viennent de recevoir les clés de 2 bâtiments scolaires, un appui de l'ONG internationale Save the Children. Teresta Peyobwe. Appuyer les communautés villageoises pour une prise en compte des préoccupations du monde scolaire rural. C'est le défi que l'ONG internationale Save the Children veut relever.
C'est dans ce cadre que l'organisation non gouvernementale a procédé récemment à la remise officielle de 2 bâtiments scolaires à Toté, dans la sous-préfecture de Djibrosso, et à Touko, dans la sous-préfecture de Touba. Les bâtiments scolaires des 3 classes construits par la communauté villageoise des 2 localités étaient inachevés. C'est grâce à l'appui financier de Save the Children que les travaux ont été achevés. Je dis merci à ce petit grain. Maintenant, notre école a 6 salles de classe. Je suis très heureuse. Je remercie ce petit grain pour avoir achevé notre bâtiment. Au total, 49 millions de francs CFA ont été déboursés par l'ONG pour la construction de 22 bâtiments de 3 classes dans les localités de Séguéla, Touba, Odiéné et Minignan. Le sous-préfet de Djibrosso, Jean-Marc Seri-Balier, a salué l'intervention de Save the Children et a appelé les parents à scolariser massivement leurs enfants. Quant au député de Djibrosso, Aboubakar Kone Sidiki, il a promis de mettre tous les cadres à contribution pour doter l'école de Toté de toilettes pour le bien-être des élèves et des enseignants. Bienvenue dans la page culture, et avant de passer à notre entretien avec notre invité, je vous propose de découvrir le patrimoine du peuple Gouro. C'est dans le centre-ouest du pays, un patrimoine mis en valeur lors du Festival des Arts de la Maraoué. Un sujet de Serge Coléa. Une quinzaine de troupes traditionnelles pour revaloriser la culture du pays Gouro. Le FACMA, le Festival des Arts et de la Culture de la Maraoué, à sa 2e édition cette année, s'impose progressivement comme la tribune de promotion du patrimoine matériel et immatériel de ce peuple, basé au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Venus de Zenoula, Saint-Fra, Bonon et Boisflé, les acteurs et garants des attributs identitaires du pays profond ont répondu à l'appel de Denis Youzan, commissaire général du FACMA. L'objectif, a indiqué l'initiateur de ce festival, est de développer le tourisme dans la région à travers la restauration des rythmes et danses traditionnelles. Ce riche potentiel culturel de la Maraoué a été souligné par le maire de Boisflé, le docteur Lucien Leyebi. Ces propos ont été soutenus par la directrice régionale de la culture, Adélaïde Oboyou. Le FACMA, le Festival des Arts et de la Culture de la Maraoué, a permis aux populations de se retremper dans la chorégraphie rythmée du Zaouli présenté sous toutes ses formes. D'autres rythmes, connus ou peu connus, ont donné à cette 2e édition du FACMA tout son charme. Plusieurs activités festives ont tenu en haleine les 20 000 festivaliers. Pari réussi pour Denis Youzan, initiateur du FACMA. Son ambition, inscrire le FACMA dans l'agenda des activités culturelles majeures en Côte d'Ivoire. C'est l'heure de notre entretien avec Dr Mohamed Kouyaté, auteur de l'œuvre intitulée « Pour une assurance maladie universelle en Côte d'Ivoire ». Mais avant, suivons cette présentation de l'œuvre. C'est avec Sita Soro. En décembre 1994, le gouvernement ivoirien a mis en place une commission nationale de la sécurité sociale qui, une année plus tard, a préconisé l'institution d'un système mutualiste de prise en charge du risque maladie. En 2001, l'Assemblée nationale a adopté les lois organiques relatives à la mise en œuvre d'un système d'assurance maladie universelle AMU. Si la première mesure a effectivement fonctionné et poursuit son chemin, la seconde, elle, n'a pu prendre son envol et reste encore à l'état de projet. Selon le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan, seuls 5% de la population ivoirienne bénéficie de la protection sociale contre le risque maladie. À cet effet, une réforme du système de tarification sanitaire en Côte d'Ivoire est devenue indispensable. Mohamed Kouyaté, administrateur des services financiers, tente d'apporter des solutions à ce problème dans son œuvre intitulée « Pour une assurance maladie universelle en Côte d'Ivoire, réformer le système de tarification ». Dans cette œuvre, l'auteur fait un état des lieux au niveau de la tarification du système sanitaire ivoirien en montrant les limites de l'assurance maladie universelle, ancien projet, et en faisant des propositions pour le bon fonctionnement de la couverture maladie universelle CMU. Nouveau projet mis sur place dans ce domaine. En 348 pages, Mohamed Kouyaté souhaite voir la CMU devenir une alternative au coût très élevé des soins médicaux en Côte d'Ivoire.
Docteur Mohamed Kouyaté, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je rappelle que vous êtes administrateur des services financiers et à vous lire, on se rend compte tout de suite que vous êtes un défenseur d'un égal accès aux soins pour tous. C'est bien cela? Absolument. Absolument. Il faut dire que l'aventure de la sécurité sociale, l'assurance maladie, aujourd'hui la couverture maladie universelle, est un idéal humaniste. Il s'agit d'offrir à chacun et à chacune, dans le cas de la Côte d'Ivoire, résidant sur le territoire ivoirien, d'accéder de manière effective et abordable aux soins de santé. Parce que, comme l'a dit l'élément qui vient de passer tout à l'heure, nous avons constaté qu'il y a 5% de la population ivoirienne seulement qui a une couverture sociale. Donc, il y a 95% environ des populations qui n'ont pas accès au système de santé tel qu'on l'aurait souhaité. D'accord. Docteur, dans cet ouvrage de 345 pages, vous retracez de long en large l'historique du système de santé ivoirien de façon générale. Il en ressort qu'on est passé d'un système de gratuité des soins à la mise en place de mécanismes de financement dès les années 90. Comment? Il faut dire que dans l'évolution du système de tarification en Côte d'Ivoire, déjà dans la période précoloniale, l'Assemblée territoriale qui a légiféré à l'époque avait pris des dispositions permettant de recouvrer le coût des soins de santé. Mais compte tenu du contexte heureux de l'économie à l'époque, jusqu'aux années 80, c'était la gratuité qui était de mise dans nos structures sanitaires. Malheureusement, après cette embellie économique, avec le contexte de la conjoncture, comme le disaient les Ivoiriens à l'époque, nous sommes tombés dans un contexte assez difficile pour l'État pour subventionner les prestations de soins et les médicaments. Du coup, en 1994, il y a eu ce qu'on a appelé la politique de tarification des actes de santé dans les hôpitaux, ce que nous appelons également le système de recouvrement des coûts des actes de santé. Alors aujourd'hui, la couverture maladie universelle doit être le complément final permettant de passer d'un système de paiement direct à un système de prépaiement ouvert à l'ensemble des populations avec un pouvoir d'achat relativement assez difficile dans le contexte actuel de la Côte d'Ivoire. Et justement, cet ouvrage a été publié en 2012 chez l'Harmattan. Et la couverture maladie universelle, la loi a été votée en 2014. Est-ce que c'est votre ouvrage qui a suscité cela? Je suis heureux de constater que vous êtes en train d'établir un lien, mais il faut dire que la couverture maladie universelle a été pensée dans le programme de gouvernement du président Alassane Ouattara bien avant qu'il accède au pouvoir. Donc quand vous survolez l'ensemble des offres de services en matière de couverture sociale qui a été faite par le président, il figure en bonne place, effectivement, la couverture maladie universelle. Mais nous, en tant qu'administrateur de santé, option gestion des hôpitaux, il était de notre devoir de produire un cadre de réflexion permettant de participer à la mise en place d'un tel système. Aujourd'hui, pour vous, quels sont les défis de la CMU? Les défis de la CMU se situent, pour moi, à 3 grands niveaux. Il y a d'abord l'impact budgétaire. La CMU, de par sa mise en place, nécessitera nécessairement un accompagnement financier de l'État. Aujourd'hui, les simulations financières les situent à hauteur de 49 milliards. Donc il y aura un défi à ce niveau qui sera important dans la mesure où cet accompagnement sera à mettre en rapport avec le déficit public, dans la mesure où c'est une partie de l'argent public qui sera affectée à cette couverture. Le second défi pour moi, ce sera la gouvernance. Il faut qu'au niveau de la gouvernance, nous ayons un cadre normatif avec une traçabilité permettant de veiller à la bonne exécution. Mais cette bonne gouvernance aura une composante interne, c'est-à-dire les dirigeants avec tous les partenaires au système, mais également à l'extérieur, c'est-à-dire les consommateurs, les prestataires, la qualité des prestations. Donc la gouvernance aura une composante interne et une composante externe. Et le troisième élément qui me paraît aussi important qu'il faut souligner en termes de défis, c'est la qualité des prestations et surtout le coût d'accès aux soins de santé. Aujourd'hui, la CMU propose 1 000 francs par personne et par mois. Je pense que c'est un coût qui est assez raisonnable, mais à terme, il va falloir diversifier la source de financement de la CMU. Parce qu'en asseyant le financement seulement sur les cotisations et sur les subventions de l'État, en cas de crise, par rapport à ce que nous avons comme expérience dans les pays développés comme la France par exemple, où il y a un déficit quasiment structurel, il va falloir diversifier, aller vers peut-être des TVA
de type TVA social ou aller vers une recherche de financement de type parafiscalité, mais de sorte que nous allons vers une recherche de financement qui ne soit pas canalisée, qui ne soit pas assise exclusivement sur les cotisations et l'État, mais qui puisse embrasser un éventail plus large avec une assiette plus extensive. D'accord. Tout à l'heure, vous parliez, en évoquant les 3 grands points, vous parliez de traçabilité. Quels sont les moyens que vous pensez qu'on puisse mettre en œuvre pour éviter la fraude? Je suis heureux que vous me lancez cette perche parce que à l'instant où je vous parle, il y a un projet en instance qu'on appelle la MTech, la modernisation, la traçabilité de l'état civil, qui a une composante sociale assez forte, qui permet de mettre en place une affiliation sécurisée, permettant de tracer le bénéficiaire depuis le début de la prestation jusqu'à la fin. Et avec les empreintes digitales et tout autre dispositif électronique actuel, on peut serrer le processus de mise à disposition des prestations depuis le début jusqu'à la fin. Docteur Kouyaté, autre question. Selon vous, quelle est la place à donner au secteur privé dans la mise en œuvre de la couverture maladie universelle? Aujourd'hui, il faut dire que la sécurité sociale, telle qu'elle est conçue, elle va tendre vers la mise en place d'un monopole. Et ce monopole public doit nécessairement être accompagné par une offre de soins de santé dans le privé. Il faut que l'État accompagne également une concurrence saine entre le public et le privé en aidant à l'investissement privé. De sorte que dès lors que nous serons dans un contexte concurrentiel, d'une part public et privé, en mettant en exergue les composantes avantageuses d'un côté comme de l'autre, nous pourrons arriver à permettre au secteur privé de jouer un rôle prépondérant dans la mise en œuvre, dans la réussite de la sécurité sociale. Et dernière question sur la qualité des prestations. Est-ce que vous pensez que l'État aura les moyens, bien sûr, de contrôler la qualité des prestations dans les structures privées? Dans les structures privées, la qualité des prestations est appréciée par rapport à un certain nombre de ratios. Le rapport médecin-population, le rapport infirmier-population, la disponibilité des hospitalisations, la qualité de l'accueil, le temps de prise en charge des populations lorsqu'elles arrivent à l'hôpital, ce que nous appelons dans notre jargon l'hôtellerie. C'est un ensemble de dispositifs qui permet de regarder si la personne qui arrive dans une structure sanitaire est prise à temps en termes de qualité, en termes de rapidité et en termes de fiabilité. Et je pense que l'État aujourd'hui, à travers le ministère de la Santé, à travers le dispositif mis en place par ce ministère-là, est capable de veiller à la bonne exécution des missions de qualité dévolues au ministère de la Santé, ainsi qu'à tous les services qui travaillent à côté de ce ministère. Docteur Mohamed Kouyaté, merci. Nous sommes au terme de nos entretiens. Je rappelle que vous êtes administrateur des services financiers, auteur de cet ouvrage pour une assurance maladie universelle en Côte d'Ivoire, réformer le système de tarification. Merci d'avoir répondu à nos questions. On termine à l'étranger. Un avion de ligne russe s'est écrasé aujourd'hui dans le Sinaï en Égypte. Selon les autorités égyptiennes, le pilote avait déclaré un problème technique peu de temps après le décollage. Les 224 passagers sont morts dans l'accident. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur l'application RTI Mobile.